C'est l'heure de 64 débats. Russie, Ukraine, se dirige-t-on vers une guerre interminable? Aucun cessez-le-feu en vue, en tout cas après 4 ans de guerre meurtrière et dévastatrice. Moscou affirme aujourd'hui que ses objectifs ne sont pas encore atteints. Avec nous pour en parler, le général français Vincent Desportes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Je précise aussi que vous avez dirigé l'école de guerre. Avec nous également Sébastien Gobert, toujours en direct de Lviv, journaliste spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tetiana Liubchik, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Grenoble en France. Vous êtes la présidente de l'association Ukraine Grenoble-Isère, vous êtes enseignante au lycée. Tetiana Liubchik, ma première question est pour vous. 24 février, que représente pour vous cette date et quelles actions menez-vous en cette journée de commémoration de l'invasion russe de l'Ukraine ? Non, c'est une date terrible en fait. Avant tout, c'est une date où on ne veut pas faire grand-chose, mais pourtant on est tiraillé par des forces contraires. On s'oblige à faire des choses. On s'oblige à ne pas rester immobile, à ne pas rester silencieux. Donc là, précisément, on est à Grenoble et on est sur la place publique et on organise un très gros rassemblement de plusieurs associations et collectifs et représentants de tous bords, pour pouvoir montrer au monde entier qu'on est toujours là et qu'on n'est pas prêt à s'arrêter de parler de nous et de se battre et de lutter. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants, Tetiana Liubchik. Général Vincent Desportes, quel bilan faites-vous militairement après 4 ans de guerre? On entend parfois certains observateurs dire que la Russie a gagné et que l'Ukraine a perdu, mais qu'au fond, rappelons-nous, la Russie avait envoyé ses chars vers Kiev. Finalement, la Russie n'a pas atteint ses objectifs. Qu'en est-il selon vous? Écoutez, alors on ne peut... La Russie a perdu sa guerre, il faut le dire. Comme vous l'avez rappelé, le projet initial était en 3 jours, genre Venezuela, de s'emparer ou de tuer Zelensky, de prendre le pouvoir et de repartir. Donc cette affaire-là a complètement échoué. Et je pense que si Poutine avait su le temps que durerait cette guerre-là, il ne serait probablement pas lancé là-dedans. Donc l'Ukraine n'a pas gagné, puisqu'elle va perdre un peu de territoire, mais le grand perdant, c'est Poutine. Non seulement parce qu'il a raté son objectif, mais parce qu'au fond, il est dans une vraie tragédie stratégique. Qu'a-t-il gagné ? Rien. Il a gagné les bords de la mer Azov, il a conquis quelques ruines. C'est 20% du territoire de l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est ? C'est des terrains qui ont été détruits, c'est des usines qui ont été détruites, c'est des friches industrielles. Au fond, il n'y a pas grand-chose. Par contre, il a gagné un OTAN qui a gagné, lui, la Suède et la Finlande. Il a gagné une cohésion de l'Europe qui n'existait pas avant. Donc en fait, il a lui-même beaucoup perdu. Et puis, il a énormément abîmé son pays et son économie. Ouais, Sébastien Gobert, on vous avait dans la première partie beaucoup plus sur le ressenti des Ukrainiens dans cette ville de l'ouest du pays où vous vivez depuis 2011. Quelle analyse faites-vous du conflit? Est-ce que vous partagez le constat du général Vincent Desportes? Oui, clairement. Et puis ici, évidemment, en Ukraine, on met beaucoup l'accent non seulement sur la résilience de la population, mais aussi sur la résistance de l'armée et sur le fait que l'armée continue à tenir le front malgré le grignotage russe. Sur le terrain, on voit clairement que l'initiative est à la Russie. Ça va dans un sens plutôt que dans un autre. Mais le front ne s'écroule pas et l'armée tient bon derrière. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que 4 ans après le lancement de cette invasion généralisée, 12 ans après le début de la guerre, eh bien, il y a ici quand même un épuisement qui monte, c'est ce que je disais dans la première partie, et qu'on sent aussi au sein des forces armées, dans toutes les conversations que je peux avoir avec des militaires, on sent vraiment ce désir que ce conflit s'arrête et qu'on puisse enfin passer à autre chose et finalement avoir le droit de vivre ses vies. Alors, et ce qui fait que, en fait, on est maintenant dans ce moment très particulier et potentiellement dangereux où l'Ukraine n'a pas perdu la guerre, mais où les logiques d'un conflit d'attrition
pourrait arriver à faire en sorte que le pays soit contraint d'accepter une solution qui ne soit pas idéale. Alors justement, c'est intéressant, Sébastien Gobert, ce que vous dites, parce que je reviens vers vous, Général Vincent Desportes. Vous avez fait votre constat, mais vous avez quelque peu omis non seulement un certain Donald Trump pour la suite et les divisions au sein de l'Union européenne qui n'arrivent pas encore aujourd'hui à prêter 90 milliards avec le refus de la Hongrie, à l'heure où l'on se parle en tout cas. Alors sur l'affaire de la Hongrie, c'est évidemment très dommageable, mais on sait que finalement Orban finit par céder. Donc je crois qu'il ne faut pas être trop négatif. La Slovaquie annonce la réouverture de l'oléoduc qui visiblement posait problème pour acheminer du pétrole vers la Hongrie notamment. Absolument. Donc moi je pense que ça se fera. Alors effectivement il y a un problème Trump, mais je dirais que l'Europe l'a comblé. On a bien vu que l'effort principal était américain. Ensuite il est devenu européen à partir du moment où l'effort américain a cédé. Et aujourd'hui c'est plus difficile pour l'Europe. Et l'Europe a repris pratiquement à son compte, puisque l'Amérique ne donne plus rien. Les armes américaines sont achetées par les Européens et données aux Ukrainiens. L'Europe doit faire plus, mais elle fait déjà beaucoup. Le problème, c'est pas qu'elle en fasse beaucoup, c'est qu'elle en fasse assez. Et effectivement, il faut que l'effort européen continue, et il faut que les Français comprennent bien que ça n'est pas une guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre russo-européenne, et que l'Ukraine est le premier front de l'Europe contre Poutine. Et un conflit qui s'est transformé en véritable guerre des drones. Je vous propose de faire un point sur ce sujet précis dont vous avez déjà entendu parler, la bataille des drones, un récit signé Mevalo. Valentin Bodanov est commandant de char dans la région de Kharkiv. Avant la guerre, il était boulanger, pâtissier, parfois même ouvrier dans le bâtiment. Je ne dirais pas que j'avais la belle vie. Je vivais, je subvenais aux besoins de ma famille, je m'en sortais. J'allais à la mer, je prenais des vacances. Maintenant, je ne peux plus, car il n'y a nulle part où aller. Ce père de famille de 36 ans n'a jamais fait de service militaire. Il s'est engagé volontairement dès le début de l'invasion russe. Chaque instant passé à affronter l'ennemi, la Fédération de Russie, est, à sa manière, une épreuve terrible. C'est toujours terrifiant. Sa première année en tant que soldat, il l'a passée dans l'infanterie. Il est aujourd'hui sergent-chef. En 4 ans, il a vu le conflit évoluer et se transformer en guerre des drones. Avant, les chars s'affrontaient sur toute la ligne de front. C'était comme un combat de boxe. Aujourd'hui, les combats de chars, eh bien, il ne peut plus y en avoir. Pourquoi ? Ils n'iront pas très loin à découvert. Ils seront criblés par des drones FPV. Peu onéreux, les FPV sont capables de neutraliser des véhicules blindés. Les rares déplacements à découvert se font à toute allure ou sous des filets anti-drones. Quel que soit son type et son utilisation, cette nouvelle arme est devenue indispensable des 2 côtés du front. Mais le nombre de drones russes dépasse largement ceux lancés par l'armée ukrainienne. Une supériorité qui n'effraie ni Valentin, ni ses frères d'armes. Nombreux sont les soldats, moi y compris, qui refusent de céder des territoires. Car nous avons combattu toute la guerre pour ces mêmes territoires. Pour Valentin, céder aux revendications russes serait trahir ceux qui sont tombés au combat. Voilà donc la guerre des drones. Que change cette nouvelle bataille, Général Vincent Desportes, en quelques mots ? Bien, écoutez, au fond, la guerre a complètement changé de grammaire. Elle n'a pas changé de nature. La guerre, c'est toujours l'opposition des volontés humaines. Mais elle a changé de grammaire. On voit bien qu'on ne fait plus du tout la guerre sur ce front comme on la faisait il y a 4 ans. Vous savez, toutes les guerres sont des périodes d'innovation, de réorganisation, etc. Si on regarde l'armée française en 14, c'est des pantalons rouges. Et on gagne la guerre en 18 avec des avions, des chars. On a exactement le même phénomène sur cette guerre-là, où on va avoir des armées tant russes qu'ukrainiennes qui sortiront de cette guerre complètement modifiées par rapport à ce qu'elles étaient quand la guerre a commencé. Alors je vous présente d'écouter maintenant Volodymyr Zelensky qui a accordé un entretien exceptionnel à notre partenaire Radio-Canada à la question « Jusqu'où la population ukrainienne est-elle prête à accepter un compromis ?» Voici ce qu'il répond. People are ready for any compromises in which they don't lose dignity and independence of country. Your propositions will go to a referendum. People will decide. Don't be afraid that only one person against. No, you will look. That's why I said that the proposition to Ukrainian people have to be with the dignity to Ukrainian people. Otherwise, nobody will support.
Sébastien Gobert, la population ukrainienne, notamment à Lviv, serait-elle prête à un tel référendum et à accepter des compromis ? Alors, accepter des compromis, ça paraît garanti. Ça fait déjà maintenant 1 an, depuis le retour de Donald Trump et la fameuse dispute dans le bureau ovale, que la position ukrainienne évolue et que à la fois les dirigeants, Volodymyr Zelensky, mais aussi la population à travers les sondages d'opinion ou les conversations que je peux avoir ici, eh bien, ils montrent qu'ils sont prêts à évoluer. Mais de quel compromis on parle ? À quel prix et surtout avec quelle garantie de sécurité après? C'est vraiment ça la clé de la question. C'est-à-dire comment obtenir une paix qui soit la plus juste, même si ça paraît très difficile, et en tout cas la plus durable possible, et aussi une paix qui puisse garantir à l'Ukraine une prospérité, un développement économique, et Dieu sait qu'elle en a besoin, ne serait-ce que pour encourager les réfugiés à revenir au pays, mais aussi pour lui garantir une intégration dans des structures multilatérales, internationales. Évidemment, on pense à l'Union européenne, mais il en pas a parlé. Et qui aujourd'hui. Voilà, qui puisse conforter la souveraineté et la posture de l'Ukraine à l'international, parce que parmi beaucoup d'autres choses, c'est ça qui est en jeu depuis 4 ans. Tetiana Liubchik, en direct de Grenoble, en France. Quel est votre avis? Est-ce que pour vous, compromis, ça peut signifier abandonner le Donbass, abandonner la région de Kherson, abandonner la région de Zaporijjia? Votre réponse est-elle oui ou est-elle non? Alors, ça peut signifier ça. Fort heureusement, c'est pas moi en tête du pays, parce que ça sera une décision extrêmement difficile à faire. Et d'ailleurs, Zelensky, il nous donne la possibilité de nous exprimer à travers le référendum. Déjà, le fait qu'il accepte le référendum, c'est assez surprenant, puisque en conditions de guerre, c'est quand même difficile de prévoir cette chose. Non seulement beaucoup de gens ne sont pas en mesure de se rendre pour voter, pour s'exprimer, il faut assurer leur sécurité. Donc, de quoi il s'agit? Je me pose la question si c'est pas juste une promesse à moyen terme, on va dire, puisque je ne vois pas humainement comment c'est possible d'assurer la possibilité matérielle de ce référendum. Alors, en fait, l'idée du référendum... Non, l'idée du référendum, j'allais dire, c'est pour éviter aussi à Volodymyr Zelensky de passer pour celui, justement, qui restera dans l'histoire, comme celui qui a capitulé en cédant toutes ces régions. Il donne la parole au peuple, il donnerait la parole au peuple. Exactement. Après, je ne suis pas le peuple, je ne peux pas parler en tant que vraiment le peuple ukrainien en entier, mais ce que je pourrais recevoir parfois comme réceptacle, étant représentante de l'association ukrainienne ici sur place, c'est qu'il n'y a pas que les terres qu'on rendrait. De l'autre côté, sur les terres occupées, il y a encore des gens. Donc on reçoit ces gens-là, les familles sont séparées. Donc est-ce qu'on est prêt à séparer les familles, un peu comme à Berlin, on a séparé les familles. Beaucoup de familles, beaucoup de gens seraient séparés. Et ce n'est pas seulement des terres, c'est des gens. Il l'a dit d'ailleurs Zelensky à un moment. Ce n'est pas que des terres dont il s'agit, pour lesquelles on se bat pour les gens. Ouais. Donc ça me paraît difficile déjà matériellement, ça me paraît difficile aussi parce que c'est des gens qu'il ne s'agit pas seulement des terres. D'ailleurs, Poutine ne veut pas que des terres, il laisse les terres brûler après lui et les gens morts. Donc c'est vraiment avancement, c'est plus le pouvoir qu'on voit, mais ce n'est pas vraiment... les terres. Alors que pour nous, c'est vraiment les gens qui habitent encore, les gens qu'on voudrait faire revenir, y compris la Crimée. Donc parfois, ça nous est arrivé de recevoir des militants qui sont cachés, qui sont un peu, ça s'apparente au mouvement de partisans de Macky Sall pendant la Deuxième Guerre mondiale et en France. Mais il y a des gens qui résistent. Donc il y a quand même cette résistance sur les terres occupées. Tout le monde ne veut pas rester russe, loin de là. Donc, il s'agit quand même de prendre en compte aussi leur volonté, mais est-ce qu'on peut? Oui, c'est la question. En effet, Tetiana Liubchik, restez avec nous. Vous avez cité Vladimir Poutine, on va l'écouter justement, puisqu'en ce jour des 4 ans de l'invasion, le chef de l'État russe a accusé les Ukrainiens de vouloir sans cesse saboter le dialogue de paix. Écoutez. Ils sont prêts à tout pour détruire le processus diplomatique pacifique. Ils tentent de provoquer des incidents afin de faire dérailler tout ce qui a été accompli dans le cadre de ces négociations. Ils ne peuvent pas infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est tout simplement impossible. Ils iront donc jusqu'à l'extrême, mais ils le regretteront.
Voilà, 30 secondes de réaction à chacun, si vous le voulez bien. Sébastien Gobert à Lviv, que dites-vous à Vladimir Poutine, vous qui vivez là-bas depuis 2011? Une manœuvre très classique. C'est finalement Vladimir Poutine sait parfaitement, même s'il est dans un espèce de bunker, qu'il n'a absolument aucun résultat probant à présenter à sa population. Et donc, il accuse l'Ukraine de vouloir, d'être les va-t-en-guerre et d'être finalement les agresseurs dans cette guerre. Général Ça, Vincent c'est très Desportes. classique. Général Vincent Desportes. Alors, le désastre stratégique, c'est la Russie qui le subit, c'est pas l'Ukraine. C'est eux qui le subissent. Ensuite, on sait bien que Poutine renverse en permanence la responsabilité vers l'autre. L'Ukraine a très, très largement montré qu'elle était prête à la paix, mais évidemment pas à n'importe quelle paix. Et le mot de la fin pour vous, Tetiana Liubchik, enseignante ukrainienne, franco-ukrainienne installée à Grenoble. Que dites-vous à Vladimir Poutine ce soir? C'est très symbolique que la parole que vous me laissez. L'Ukraine, c'est un pays qui est 28 fois plus petit que la Russie et pourtant on leur tient tête. On est capable et on est prêt, en tout cas moralement, à tenir encore longtemps. C'est sûr qu'on a besoin des armes, concrètement, on a besoin de soutien matériel, mais pour l'instant, on tiendra ce qu'il faut, même si M. Poutine pense et doute de ça. Lui, il a beaucoup de perdre, en l'occurrence, il est complètement acculé, il n'a pas d'autre choix que d'aller même à sa perte, de perdre son régime et d'aller jusqu'au bout. Mais nous, on a beaucoup de gagner, même si on a beaucoup à perdre aussi. On a à gagner et ça, c'est la liberté. Et là, ça n'a pas de prix. Tetiana Liubchik, merci beaucoup pour votre témoignage et vous le montrez ce soir. La diaspora ukrainienne reste encore mobilisée concrètement tous les jours, 4 ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Sébastien Gobert, en direct de Lviv, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Général Vincent Desportes, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5.